À côté de Birmingham, au cœur de l'Angleterre, un centre de tri de colis, le plus grand d'Europe. Ce hub a été inauguré en 2015. Il fait 470 mètres de long pour une surface opérationnelle de 20 000 mètres carrés. Le centre traite en temps normal environ 300 000 colis chaque nuit. Et en période de pointe, on peut même aller jusqu'à 600 000. Le groupe La Poste a investi ici 100 millions de livres sterling. Il a été très intelligent de miser sur le secteur du colis il y a déjà longtemps. Donc à mon avis, oui, le groupe La Poste a été visionnaire. En rachetant le groupe international DPD, mastodonte du transport de colis express, La Poste est devenue l'un des leaders européens sur ce marché hyper concurrentiel et très lucratif. Si elle se transforme et investit de nouveaux secteurs d'activité, il y a une raison, toute simple. Les Français envoient de moins en moins de lettres. Quand on passe de 18 milliards de lettres en 2008 on doit être à 10 milliards là, et on sera à 6 milliards en 2025, à un moment donné, quand même, la réalité s'impose. Donc, cette transformation, elle est indispensable. Se transformer. Dans quelle mesure est-ce possible pour La Poste? Car elle n'est pas une entreprise tout à fait comme une autre. Elle reste soumise à 4 missions de service public. Livrer le courrier partout en France 6 jours sur 7, être présente de manière homogène sur tout le territoire, distribuer la presse et enfin, permettre à tout citoyen, même le plus pauvre, d'ouvrir un compte en banque. En 2010, La Poste a changé de statut. L'entreprise publique est devenue une SA, une société anonyme de droit privé. Certains ont alors crié à la privatisation. Mais non, l'État est resté l'unique actionnaire. Simplement, il ne met plus la main à la poche. La Poste doit donc se débrouiller pour faire des bénéfices et survivre. On est passé à une mentalité, une culture d'entreprise beaucoup plus capitalistique. On a demandé du jour au lendemain à ces postiers de faire plusieurs métiers. Donc on est devenu multicasquette et on est devenu en fait des VRP de la Poste, c'est-à-dire qu'on était là pour vendre du service. Tiraillée entre le service public et l'économie de marché, La Poste, à l'image de la société française, est en pleine mutation, en quête du juste équilibre économique et social. Cette schizophrénie crée des lignes de fracture, avec des conséquences sur les activités du groupe, mais aussi sur l'organisation et les conditions de travail des postiers. Vous dire que dans une communauté de 250 000 personnes, tout est toujours rose, évidemment non. Est-ce que parfois notre transformation entraîne des tensions? Oui, évidemment. On est passé en 2003 d'à peu près 330 000 personnes dans la maison mère. Aujourd'hui, fin 2017, on est à 220. On a prouvé qu'on était capable de s'adapter, qu'on avait la volonté de le faire. Mais à quel prix? Pour maintenir sa productivité, La Poste décide à la fin des années 2000 d'investir et d'automatiser. Ses centres de tri passent alors de 120 à 33 sur tout le territoire. Moins de centres, moins de main-d'œuvre, plus de machines. Le refrain est connu. Ici, on traite environ 6 à 8 millions de plis par jour qui rentrent et qui sortent.
Ce petit joujou là de 30 mètres de long, c'est capable de trier 40 000 plis à l'heure. Donc vous voyez, 40 000 lettres à l'heure, ça tourne très 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 vite. Ici, l'idée, c'est de faire en sorte d'être le plus productif possible. On est une entreprise, hein, et on travaille comme une entreprise, donc on essaye de faire des gains de productivité, de mettre le bon nombre de personnes au bon endroit pour faire le meilleur tri possible. Malgré l'arrivée massive des machines, au bout de la chaîne, rien ne remplace la main de l'homme. En première ligne, on retrouve toujours les fantassins de la poste, à savoir les facteurs, les factrices. Comme Manon Vialis, 29 ans, postière depuis 7 ans à Carpentras. Ça demande pas mal de concentration quand même. Alors c'est vrai qu'après quand on a l'habitude on peut se permettre de parler, de discuter, etc. Mais au début on nous entend pas trop quand même parce qu'il faut bien être attentif. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses en une fois à repérer. Mais ça se fait bien. Hein. Bon, la première fois que j'ai fait une tournée, alors j'ai attaqué sur de la campagne. Et je suis rentrée à 18h. Alors je vous dis pas, hein, j'étais en forme. Hein. Mais bon après ça passe. Hein. Manon fait partie des 70 000 facteurs qui, 6 jours sur 7, ont pour mission de livrer le courrier à chaque Français, quel que soit le lieu où il habite. Ça réveille! L'image d'Épinal de la Poste, pour tout citoyen, c'est le bonjour du facteur, son sourire, un petit mot échangé sur le pas de la porte pendant sa tournée. Alors... Voilà, il n'y a que ça. Merci. Bonne journée. Au revoir. Allez. Sourire, établir le contact, mais s'entraîner. Tenir la cadence, aujourd'hui c'est une obligation pour le facteur. Et bonjour. Son temps est compté, au sens propre du terme, car la Poste a mis en place un système permettant de calculer la durée de chaque tournée. C'est un logiciel qui va calculer le temps que vous êtes censé passer sur une tournée. Le problème, et ça date pas d'hier, parce qu'il y a au moins 7 ou 8 ans, on avait vraiment démontré la chose, on vous donne 1 minute pour monter un recommandé au 5e étage dans le 10e arrondissement. C'est la même histoire quand on est en zone rurale, on vous donne tant de minutes pour sonner, pour frapper, etc. Le travail du facteur a beaucoup évolué ces dernières années. Le métier est en tension. Malgré des embauches, plus de 4000 l'an dernier, les effectifs diminuent. Près de 20 000 facteurs en moins en 13 ans. Et les tournées, elles, restent les mêmes. Du coup, les facteurs doivent prendre de nouveaux morceaux de tournée en plus de la leur. On appelle ça la sécabilité. Moi, je suis rentrée, la sécabilité existait déjà, mais ça fait pas très longtemps que ça a été mis en place, quelques années, quoi. Hein. C'est pas si vieux que ça. J'ai connu que ça, mais je peux comprendre qu'un facteur qui a 40 ans de boîte soit un peu, déstabilisé quand on lui demande de prendre un nouveau morceau qu'il connaît pas. Mais après, c'est comme tout, on s'habitue. Ça permet de pas rentrer à 12h30 au bureau et de plus rien faire. Donc, ça permet à certains autres de pouvoir prendre des jours de repos qu'on pouvait pas faire forcément avant. Très facilement parce que forcément ça faisait une absence et voilà, donc aujourd'hui il nous encourage à découvrir le plus de tournées possible. C'est reparti par cette rue. Environ tous les 24 mois, nous réorganisons les tournées. Tout simplement parce que compte tenu de la baisse des volumes du courrier, au bout de 24 mois, vous avez 15% de lettres en moins et peut-être quelques pourcents de colis en plus. Donc si on ne réorganisait pas, au bout d'un moment, on aurait un problème de charge de travail, on aurait un problème d'organisation. Donc c'est absolument nécessaire de revoir les tournées. Donc nous avons ce rythme de 24 mois de réorganisation des tournées qui nous semble équilibré, en sachant qu'une organisation prend plusieurs mois d'études et de dialogue à chaque fois. Réorganisation, un mot clé dans le fonctionnement du groupe. Un mot qui crispe les relations entre la direction et une partie des syndicats. Si à Carpentras on a résolu l'équation de la sécabilité, il n'en va pas de même partout, semble-t-il. Certains centres de distribution peinent à trouver l'équilibre autour de la charge de travail.
Dans le sud des Ardennes, une enquête interne, suivie de l'audit d'un cabinet d'expertise, ont alerté sur les conditions de travail des facteurs. Il y a eu un constat de la Poste qui reconnaissait qu'il y avait à peu près les 3/4 des tournées qui étaient en dépassement. Donc il y avait une charge de travail supplémentaire. Les collègues déclaraient avoir mal au dos. Il y en a qui venaient travailler avec la boule au ventre. Il y en a qui étaient sous antidépresseurs. Il y en a qui perdaient le sommeil. Le stress était présent dans la bouche de quasiment tout le monde, quoi. C'était un stress omniprésent. On en arrive dans le département à avoir plus de 33 jours d'absentéisme par agent. Les cadences imposées par la Poste font que les jeunes postiers qui travailleront ou qui sont rentrés à la Poste il y a 15-20 ans finiront inaptes, mais à 100%. C'est sûr. Les facteurs vont être usés, mais alors d'une façon extrême. Devant le mécontentement qui montait, un accord a été trouvé l'an dernier avec les syndicats. Mais au-delà de ces aménagements, le métier vit une révolution. Car si la sacoche du facteur s'allège en courrier, elle s'alourdit en nouveaux services, en prestations, comme on dit dans le landerneau postal. Les prestations, en fait, c'est un nouveau service que la Poste a développé depuis quelques mois ou quelques années maintenant. Et ça peut être un peu, entre guillemets, pas tout et n'importe quoi, mais par exemple, on a eu une grosse campagne cette année, vous avez le vaccin de la grippe, profitez-en, faites-le. Ça peut être aussi des imprimés publicitaires, comme par exemple la marque Damar, on a beaucoup de prestations de Damar. Donc on doit pareil, sonner chez le client, lui remettre le catalogue ou le prospectus en main propre. Et je crois qu'il nous avait expliqué que quand on le remettait en main propre, il y avait un taux d'achat beaucoup plus élevé que quand on le remet simplement dans la boîte aux lettres. Donc ça peut être pour des entreprises qui souhaitent vendre plus, mais aussi pour la CPAM, pour le vaccin, ça peut être assez varié. Ça fait partie du boulot d'aujourd'hui. La Poste, elle change parce qu'on a de moins en moins de courriers, donc il faut aussi trouver des nouvelles choses à faire pour le facteur. Donc c'est plus moderne. C'est vrai que c'est pas la distribution classique des courriers, mais on peut être amené à aller installer le câble chez une personne âgée. Donc on trouve des choses pour occuper le facteur. Hop. Le facteur moderne est né et il est multicasquette. Il est en fait à l'image de la Poste elle-même, sur tous les fronts. Notre grande idée stratégique, c'est d'être la première entreprise de services de proximité en France. C'est ce qui réunit à la fois ce que nous sommes depuis toujours, des grands réseaux de proximité, et ce qui réunit notre avenir, c'est-à-dire la volonté de développer des nouveaux services en s'appuyant sur ces points forts et sur ces réseaux. La Poste fait feu de tout bois, picore ça et là des idées, développe une batterie de services censés répondre aux besoins des Français. Ils vieillissent, paraît-il? Alors, veillons sur eux. Merci, c'est gentil. Non mais c'est vrai, ça me fait plaisir quand ils passent me voir. Maintenant, avec Veiller sur mes parents, le facteur passe échanger avec vos parents et vous donne de leurs nouvelles. Ils ont du mal avec le numérique? La solution, une tablette adaptée. Ma fille me parlait beaucoup d'Internet pour échanger des photos, des mails, et vraiment, je voulais m'y mettre. Ardoise est la tablette qu'il me fallait. Elle a été pensée pour des débutants comme moi. Ils seront bientôt obligés de déclarer leurs impôts en ligne? La Poste anticipe et crée un service d'assistance payant destiné à ceux qui ne maîtrisent pas le net. À force de plancher, c'est le bureau de poste lui-même qu'elle réaménage pour accueillir de nouvelles catégories de clients. Vous avez bien votre pièce d'identité, votre convocation. Hein. Enfin, c'est le moniteur qui est là, convoque. Allez. 30 € pour passer le code de la route à la Poste. Merci d'avoir choisi la Poste pour passer votre code de la route. Il vous faudra obtenir une note supérieure ou égale à 35 sur 40 pour réussir votre examen théorique. L'an dernier, ce service lui a rapporté 15 millions d'euros. Un pactole en apparence, mais une goutte d'eau pour l'entreprise.
Nous faisons beaucoup de choses nouvelles. Je ne crois pas qu'on peut dire qu'on fait tout et n'importe quoi. Depuis quelques années, nous lançons des nouveaux moteurs de croissance, comme par exemple la Silver Economy, pour jargonner un peu, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons apporter à nos concitoyens les plus âgés. Nous sommes aussi lancés dans le recyclage de papier, donc nous lançons de multiples activités, toujours dans l'idée de nourrir nos réseaux, de faire vivre nos réseaux de facteurs, nos réseaux de bureaux de poste, nos réseaux humains, nos réseaux logistiques. Il faut qu'on fasse des choses nouvelles pour continuer à exercer l'ensemble de nos activités. La Poste a-t-elle trouvé là la solution qui compensera la baisse du courrier? Pour l'instant, ces nouveaux services, un peu de briques et de broc, rapportent 155 millions d'euros. Ramené au chiffre d'affaires du groupe, qui en 2017 a atteint les 24 milliards d'euros, cela pèse peu. Car contrairement aux idées reçues, la Poste est loin d'être dans le rouge. Elle fait même beaucoup de bénéfices. 1 milliard d'euros l'an dernier avant impôt. Aujourd'hui, plus de la moitié de son chiffre d'affaires provient d'autres sources que du courrier. Via le colis express, grâce aux réseaux de distribution internationaux que la Poste rachète depuis des années. À la fin des années 90, les dirigeants de la Poste se sont dit qu'il fallait qu'on sorte de nos frontières, qu'on puisse construire un réseau dans toute l'Europe, jusqu'à devenir aujourd'hui plus d'un quart de l'activité de notre groupe, près de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et quasiment autant pour la Banque Postale, car elle joue désormais avec les mêmes règles que ses concurrents. Aujourd'hui, elle peut prêter aux particuliers, aux entreprises, accorder des prêts immobiliers, contracter des assurances. La banque et le colis à l'international sont donc les deux gros pôles de croissance qui se sont imposés pour épauler le courrier. Cela suffira-t-il pour assurer l'avenir? L'enjeu, sans surprise, c'est le digital. Mais comment peser face aux géants américains du secteur? Quelle histoire numérique la Poste peut-elle écrire? On est un intermédiaire de la révolution numérique que vivent les Français et les Françaises. C'est nous qui portons aussi cette révolution-là. C'est-à-dire que leurs habitudes évoluent et nous, on évolue avec eux. Au siège, on les appelle les jean baskets. Quand le groupe a décidé de créer cette structure Yellow Innovation, on imagine que certains en interne ont dû ouvrir de grands yeux. La Poste veut se faire violence et ça se voit. Pour bousculer ses habitudes, elle a débauché un jeune cadre en vue dans le milieu du design et de la communication numérique. Ici, vous êtes sur le plateau projet de Yellow et vous remarquerez que voilà, il y a plein de petites tables par-ci par-là. Chacune des tables correspond en gros à un projet. Tout le monde est mélangé autour d'une table, c'est-à-dire que là, vous allez à peu près pas faire la différence, mais autour d'une même table, il y a à la fois des gens qui font du code, il y a à la fois des gens qui font du design. On aime bien se qualifier de startup studio. On va jusqu'au bout de la création d'un nouveau business. Et on prend le sujet de A à Z. Avec sa start-up, la Poste entend, elle aussi, parler la novlangue de la nouvelle économie. Désormais, il faut être sur l'expérience client, parler de disruption, la rupture, mot-clé du marketing moderne. La rupture, ça veut dire travailler sur des nouveaux services, sur des nouvelles formes de business qu'on n'imagine pas être finalement dans l'ADN de la Poste. Il faut qu'on travaille sur la meilleure expérience possible en un minimum de temps qui est 4 mois. C'est fait très très rapidement. On ne parle pas de projets avec des gros investissements sur des très longs termes. On parle de petits tests qu'on fait directement sur le marché. Et ensuite, la décision de l'industrialiser ou pas, du coup, devient beaucoup beaucoup plus simple. Et donc, du coup, effectivement, il y a des choses qu'on peut arrêter sans aucun complexe. Parce que c'est simplement du test. Test comme ce vélo électrique, imaginé non pas pour les facteurs, mais bien pour les clients. Le but ? Proposer aux consommateurs le maximum de services siglés La Poste autour de ce qui, à terme, remplacera la voiture en centre-ville. En attendant, la start-up de La Poste a un nouveau prototype à commercialiser d'urgence d'ici la fin de l'année, un objet sur lequel le groupe communique beaucoup dans les salons, il s'appelle Monimals. C'est en fait la version numérique de la bonne vieille tirelire en porcelaine. Elle a été développée pour la Banque Postale, selon le cahier des charges, en 4 mois. Donc là, il y a déjà 17,10 € dans la tirelire. Et après, il y a le compte également épargne, 339 €. Donc ça constitue l'épargne globale de l'enfant. Là, c'est 50 centimes.
en sachant qu'on affiche deux types de montants. Le montant de l'épargne qui est à l'intérieur de la tirelire et le montant qui est sur le compte épargne associé à cette tirelire. Ça marche avec n'importe quel livret d'épargne. On peut également recevoir de l'argent via une application. C'est vraiment l'idéal, par exemple, pour le grand-parent qui est loin de l'enfant et qui, pour Noël, par exemple, veut lui envoyer à distance de l'argent. Ça va être directement sur son compte. Joyeux Noël de papy. On va rentrer le montant souhaité. Et là, l'enfant a une notification sur sa tirelire. Ça veut dire qu'il a un message. Il suffit juste de toucher sa tirelire et comme ça, il va voir son message. Voilà, le coffre s'ouvre, le message va s'afficher et le montant du virement va s'afficher également. Aujourd'hui, aucune banque a pensé effectivement à créer des produits physiques pour leurs clients de façon à rajouter une véritable valeur ajoutée sur leurs produits. Pour l'ouverture d'un livret A, si lors d'une ouverture d'un livret A, au lieu qu'on dise simplement ben voilà, on te met 80 € sur ton compte, si on se dit tiens, il y a un petit animal sympa, un petit compagnon de jeu à l'ouverture, globalement le produit a beaucoup plus de valeur pour l'enfant que simplement l'ouverture d'un livret A. Yellow Innovation, c'est un aiguillon pour la Poste, un laboratoire. Mais la stratégie numérique globale, elle, se décide bel et bien au siège. Et il y a gros à jouer car la Poste dispose d'une plus-value unique à exploiter, un contrat de confiance implicite avec les Français. Il faut savoir quelque chose que tout le monde ne sait pas, c'est que les postières et les postiers prêtent serment sur quelque chose qui est assez fondateur à la Poste, qui est le secret des correspondances. Quand quelqu'un dit c'est le facteur, ça ouvre assez vite. Même si c'est pour des mauvaises nouvelles, les gens ils ouvrent. C'est un recommandé, c'est un colis, c'est n'importe quoi, ça ouvre. Et l'important c'est que, alors on me dirait ils ouvrent peut-être aussi un livreur de pizza, sauf que la différence c'est que le facteur, il y a un aspect tiers de confiance. Vous êtes certain que le facteur, il n'a pas regardé dans votre colis, il n'a pas regardé dans votre courrier, c'est un messager, on va dire ça comme ça. Comme nous sommes le tiers de confiance dans les échanges écrits, dans les correspondances, nous entendons devenir le tiers de confiance dans les échanges électroniques, que ce soit ceux liés au e-commerce ou ceux liés à l'échange de data, de données ou à la vérification de l'identité. Ce rôle de tiers de confiance, il y a un endroit dans lequel il est encore plus important probablement que tous les autres, qui est la santé. On voit bien que une des façons, et moi je pense la seule, d'aller développer véritablement des applications de santé pour les gens, c'est de les mettre en maîtrise de leurs informations et de ce qu'ils font de leurs données de santé. La santé. Actuellement, c'est l'un des enjeux de l'électronique grand public. Toutes les entreprises du numérique s'y sont mises. La Poste aussi. Elle vient de lancer son application sur le marché. L'idée, c'est de mettre en lien le patient et le médecin pour créer ce qui pourrait devenir un jour le carnet de santé des Français. Cet oxymètre, cet objet connecté qui permet de mesurer mon niveau d'oxygène dans le sang et mon activité cardiaque, ça fonctionne très simplement. Une fois que j'ai l'information qui apparaît, elle est synchronisée automatiquement avec mon carnet de santé. Là, donc sur la tension, tout va bien, peut-être un petit peu basse. Vous accédez à toutes vos informations de santé, en tout cas celles que vous aurez saisies ou collectées grâce à des objets connectés de santé. Vous disposez de courbes, de graphiques. On peut faire du suivi à distance, post-opératoire, en ambulatoire, suivi de maladies chroniques, etc., etc. Finalement, on s'est rendu compte ces dernières années, en travaillant avec les professionnels de santé, qu'on était très proches en termes finalement de philosophie et de manière d'appréhender le sujet de la confidentialité. Il serait totalement inenvisageable pour un hôpital de proposer un suivi médical à distance s'il n'était pas en entière confiance avec le système numérique qui était mis en place. Pour la Poste, l'occasion est historique. En matière de secret médical, l'argument peut faire mouche auprès des 67 millions de Français, peut-être plus enclins à faire confiance à la Poste qu'à Google. Le groupe est aujourd'hui dans un entre-deux. Il voudrait faire de l'argent, mais sans se renier, ni dévaluer son image sociale. Résultat, des services hétéroclites, voire antinomiques, coexistent parfois dans les mêmes bâtiments. Un des meilleurs exemples se trouve au cœur de la Banque Postale. Je vous écoute, madame. Mais vous étiez à découvert de combien sur votre compte? 751. Tous vos revenus sont partis dans le découvert et le compte ne peut pas repasser créditeur. Vous avez vu là ce qui va vous être prélevé à la fin du mois?
Là, aujourd'hui, entre le loyer et le gaz, vous en devez pour un peu plus de 4 000 €. Prenez tout de suite rendez-vous avec une assistante sociale et réfléchissez à la possibilité d'un dossier de surendettement. Vous me tenez au courant, vous me rappelez? Créé il y a 5 ans, l'appui est destiné aux clients de la Banque Postale en grande difficulté financière. Une trentaine de postiers formés spécialement sont là pour les aider à mieux gérer leur budget, voire même les orienter vers des associations caritatives. Ce qui se dit ici relève du secret. L'appui s'engage à ne livrer aucune information au service commercial de la Banque Postale. Donc clairement, il y a 4 mois, vous avez eu 7 500 € et aujourd'hui, vous n'avez plus cette somme. Vous ne savez pas où vous les avez mis? Mais non, c'est pas un jugement, c'est des conseils, d'accord? L'objectif, c'est d'essayer de trouver des solutions. Vous comprenez? Alors plus moi j'ai d'informations, plus je peux vous conseiller et vous orienter. L'an dernier, 100 000 personnes ont été accompagnées par l'appui. Parfois, devant une situation humaine particulièrement complexe, il faut croiser les expériences entre conseillers. Allez. Donc, Michael, si tu veux nous dire un petit peu, raconter ton client. C'est une personne, ancien médecin en profession libérale qui est parti en pension d'invalidité. On a un reste pour vivre qui avoisine les 4 000 € par mois, mais cette personne a un souci, on va dire, d'addiction aux jeux en ligne. Donc on était aussi sur une carte à débit différé avec des montants qui sont pas loin de 15 000 € sur le dernier mois. Donc en préconisation, là le compte il est à moins 3 200 €. Le problème c'est que lui faire comprendre que gérer son budget avec un reste pour vivre qu'elle a, normalement ça devrait tenir, mais elle n'arrive pas à se défaire de l'addiction. Donc en tant qu'ancien médecin, en plus elle est dans le déni. Et en plus c'est quelqu'un normalement qui habite sur Paris, là qui est actuellement en vacances, donc on voit avec les retraits sur Biarritz. Tu prends le relevé de compte octobre, novembre, décembre, tu n'as que du jeu sur Internet. Et avec quand même 200 € à chaque fois, 100 €, 200 €, 400 €, avec même 1200 la même journée. Là, elle va se faire supprimer sa carte bleue, c'est ce qui va lui arriver là. C'est pour une utilisation abusive, elle va se retrouver fichée, c'est pas forcément plus intéressant pour elle. Je pense qu'il faut la rappeler, lui expliquer voilà, ce qui peut arriver assez rapidement à mon avis. Ouais. Voilà, donc pas simple, pas facile, il n'y a pas de solution miracle. À l'appui, on est au cœur de la mission de service public. Et pourtant, on est aussi à la Banque Postale, celle qui, dans ses agences partout en France, tire par la manche le client. Fait du crédit immobilier à la consommation, contracte des assurances vie, bref, fait son métier de banquier. Alors, une question se pose pour les employés du groupe, celle de l'identité. De quel côté penche la balance? Du côté public ou du côté privé? Pour comprendre l'évolution du groupe, 2 repères, 2 dates. D'abord, 1991. Cette année-là, le ministère des Postes et Télécommunications, les PTT, disparaît. Cela fait plus d'1 an maintenant que Paul Quillès, ministre des PTT, travaille à cette réforme. Une réforme qui devrait bouleverser les statuts d'une administration inchangée depuis 1923. Mais quel est ce projet? Le 1er janvier 1991, La Poste et France Télécom changeront de statut d'administration. Ils deviendront 2 entités différentes. Ils seront exploitants autonomes de droit public. Ils fonctionneront toujours avec les deniers publics, ce qui devrait exclure toute idée de privatisation. Avec cette réforme, les postiers fonctionnaires comprennent qu'ils vont devoir travailler différemment. Dans l'ancienne administration, la culture d'entreprise pointe le bout de son nez. Mais le vrai tournant arrive 20 ans plus tard, en 2010. La Poste bascule alors dans un nouveau monde. En France, Nicolas Sarkozy était en visite dans les Vosges aujourd'hui et il en a profité pour faire une annonce sur un sujet socialement sensible, l'évolution du statut de la Poste. Le président de la République qui affirme que l'établissement public deviendra bel et bien une société anonyme mais uniquement ouverte à des capitaux publics. Au final, l'État est resté seul actionnaire. Mais depuis, la Poste ne touche plus aucun denier public, aucune subvention. Comme une entreprise classique, elle doit générer ses propres bénéfices.
Nous sommes toujours une entreprise au service du public, une entreprise qui a des missions de service public. Et c'est dans cette dualité qu'est la Poste, entreprise de service public. Après, ça veut dire qu'on s'organise avec des forces de vente, avec des objectifs commerciaux, avec des contrôles de qualité. L'ensemble des postiers sont embarqués d'une façon ou d'une autre dans ces mécanismes d'entreprise, parce que nous sommes aussi une entreprise. Ça, on va me dire que ça a toujours existé, mais là, en l'occurrence, on a vraiment j'ai envie de dire, une philosophie du profit qui est totalement intégrée par les patrons de la Poste, par le président de la Poste qui l'assume complètement. Quand vous réunissez le personnel d'un bureau de poste, d'une plateforme de tri ou n'importe quoi, vous allez leur parler d'objectifs de thunes. Vous n'allez pas leur parler de la qualité de service. Vous n'allez pas leur parler de la satisfaction des usagers. On n'a plus le droit de dire usager à la Poste. Moi, je suis un ovni. On dit client, point. On est passé à une mentalité, une culture d'entreprise beaucoup plus capitalistique, où là, il fallait carrément assurer la rentabilité qui était la survie de la Poste, en fait. On a demandé du jour au lendemain à ces postiers de faire plusieurs métiers, de vendre des téléphones quand c'est arrivé, de vendre des produits financiers. On est devenu multicasquette et on est devenu, en fait, des VRP de la Poste, c'est-à-dire qu'on était là pour vendre du service. Deux visions, deux façons d'écrire l'histoire donc. Mais une chose est sûre, la transition n'a pas été indolore. Car durant les 2 ans qui suivent le changement de statut, les tensions se font sentir au sein du groupe. Entre 2010 et 2012, ça craque de partout à la Poste. Le management est décrié. On parle de souffrance au travail, de mal-être du personnel. Le groupe est entré dans une période de très forte réorganisation. Ils réorganisent sans pour autant consulter donc, les agents. Il nous faut anticiper. Et ce qui fait que les agents ne savent plus pour qui est-ce qu'ils travaillent vraiment, on va dire. Parce qu'avant, il y avait un service public et maintenant, ça prime la productivité que la qualité. À l'époque, la Poste va être confrontée à des cas de suicide. En 2012, à 10 jours d'intervalle, 2 cadres se donnent la mort en Bretagne sur leur lieu de travail. Ils laissent des lettres expliquant leurs gestes. Un des 2 cadres incrimine directement les techniques de management de sa direction. Ces affaires font grand bruit. Les médias commencent à faire le parallèle avec ce qui s'est passé auparavant chez la petite sœur privatisée de la Poste, France Télécom. 35 suicides entre 2008 et 2009. La direction de la Poste réagit et monte une commission. En 2012, il y a eu le rapport Caspar, c'est-à-dire que on était dans une période de très forte réorganisation. Vraiment, il y a eu, un nombre de suicides dès l'instant où il y en a un, c'est trop, voilà. Et donc il y a eu ce rapport Caspar, le grand dialogue. Il s'agissait de continuer à transformer la Poste parce que c'est nécessaire pour construire un avenir pour tous les postiers, mais de le faire au rythme et avec l'accompagnement nécessaire pour que tous les postiers se sentent à l'aise dans la Poste, non seulement d'aujourd'hui, mais de demain. Et c'est ça qui a été mon boulot, c'est ça qui a été ma préoccupation constante. Et nous sommes arrivés à un accord début 2013, un accord sur la qualité de vie au travail à la Poste. L'accord prévoit des embauches. Elles limiteront le non-remplacement des postiers partant à la retraite. Ensuite, des postes de DRH sont créés sur le terrain au plus près des salariés. Un système d'alerte est aussi mis en place en cas de non-respect des accords. Et enfin, la Poste s'engage à renforcer la formation des postiers. Nous aurons doublé les efforts de formation. Chaque année, plus de 80% des postiers sont formés. Quand j'ai commencé, il y avait moins d'un postier sur 2 qui était formé chaque année. À la Poste, il y a 20 000 managers, une petite armée. C'est sur eux que repose en grande partie le chantier de la transformation. Ces managers, ils parlent de montée en compétences, il leur faut accompagner au changement, élément de langage habituel du management contemporain inscrit sur la feuille de route du groupe. À Châtellerault, Christophe Villeneuve, 50 ans, est l'un de ces 20 000 managers. Directeur de secteur, il supervise 8 bureaux de poste.
Bon, là, je le vois pour le T'as CCP. fait passer déjà les docs à Damien? Ouais, j'ai transmis ce matin, là, par mail. On a cette mission en tant que directeur de secteur de repérer les gens qui ont des compétences et de leur susciter l'envie d'évoluer. Et à nous de faire ce job-là, parce que c'est riche, des gens qui évoluent comme ça dans l'entreprise, ça embarque tout le monde, quoi. On a des guichetiers qui vont sûrement intégrer, je pense que Walid j'espère pour lui qu'il va intégrer conseiller financier d'ici un an. Cette personne-là a toutes les qualités requises pour pouvoir évoluer. S'il en a envie, et il en a envie, eh ben on va l'accompagner pour qu'il devienne un jour conseiller bancaire, et après il évoluera. Voilà. Je vais regarder si c'est bien disponible dans le À la Poste, Christophe a tout connu, ou presque. C'est la belle histoire d'une carrière évolutive. Il y a 18 ans, il était facteur. Comme on dirait dans le jargon managérial, un parcours gagnant-gagnant. Moi, j'arrête la faculté, je pars à l'armée. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Papa dit, passe un concours, tu seras fonctionnaire, au moins tu auras une garantie de job à vie, entre guillemets, quoi. Mais c'est là que, je suis rentré à la Poste, moi. Je suis pas rentré banquier. Moi, aujourd'hui, je suis l'exemple de la promotion interne. On m'a aidé à monter en compétences pour arriver à ce que je suis devenu aujourd'hui, mais en gardant quand même les valeurs de la Poste. Ces vraies valeurs où c'est un peu la grande famille. Enfin, moi, c'est comme ça que je manage aussi. Tu dois les revoir, Tous les cadres de l'entreprise vous diront qu'ils font partie d'une grande famille. Et dans cette famille, les managers ont un statut particulier, car ce sont eux qui doivent convaincre la base du bien fondé du changement. Pour moi, le manager, c'est la clé de voûte dans la réussite de la mise en œuvre de nos transformations. Parce que c'est lui qui porte le sens, parce que c'est lui qui va insuffler la manière dont va se conduire cette transformation. Donc notre mission, c'est de former et de faire en sorte que tous les managers conduisent la transformation de la manière dont on veut qu'elle soit faite. On s'est retrouvé dans des grandes messes où vous louez le Palais des Sports de Poitiers. Il y a les 500 top dirigeants de la Poste, donc en haut, sur un groupe de 220 000, voilà, vous imaginez. Et puis vous avez un concert philharmonique avec, je crois que c'est un chef d'orchestre spécialisé dans les boîtes, qui vient en disant, voyez, j'arrête tout l'orchestre, il y a un violon, regardez, il joue juste. Si un violon joue faux, tout l'orchestre se casse la gueule, genre pour dire, regardez, si un facteur joue faux. Mais des trucs comme ça. Et en fait, il y avait une espèce de philosophie où on leur a fait rentrer dans la tête à tout ce management, on leur a fait rentrer dans la tête qu'on était dans une aventure, etc., etc., etc. Alors, il y a la lettre, voilà, il y a le truc et tout, et puis après, il y a ce qui se passe en réalité. On forme des managers pour leur faire comprendre que la finalité, c'est l'organisation, la quantification, la cadence, la rentabilité. C'est plus ou moins inconscient en fait dans la réalisation de ces personnes parce que on est fidèle à l'entreprise, on est dans un process, vous savez, c'est l'armée avec ses petits soldats, on a un objectif, voilà. Mais tout ça, ça fait partie du dommage collatéral de cette armée qui est en marche et qu'on est en train de former. L'armée de la Poste en marche, pour s'adapter à l'économie réelle, comme on dit. S'adapter ou disparaître, voilà le message passé quotidiennement aux 220 000 postiers en France. Et ils passent d'autant mieux qu'ils savent compter. En 15 ans, cette petite armée a perdu plus de 100 000 de ses hommes et de ses femmes. Comme Christophe, Bernard Fousse, 57 ans, n'a lui aussi connu qu'un seul employeur. Bernard, c'est une vie entière à la Poste. Un fonctionnaire à l'ancienne, consciencieux, pour qui le service public n'est pas un vain mot. Il n'est jamais devenu cadre. Il s'est arrêté à la marche juste en dessous. Dans Lyon, il travaillait comme comptable, dans le même bureau de poste que sa femme Christine. Bernard a très mal vécu l'évolution du groupe. Il fait partie des employés qui ont perdu le sens de leur mission, ceux pour qui le terme d'accompagnement au changement a sonné creux. On a prouvé qu'on était capable de s'adapter, qu'on avait la volonté de le faire. Mais à quel prix? Ça a commencé vraiment à être difficile à partir de 2012, surtout pour le bureau où j'étais, parce qu'on a eu une réorganisation et on s'est retrouvé avec un effectif réduit. Donc 3 agents en moins sur un bureau. À l'époque, on était moins d'une dizaine. Pour moi, c'était à peu près l'équivalent du travail de 3 ou 4 personnes, ce qu'on me demandait.
Sauf qu'à un moment donné, la charge de travail est devenue tellement importante que je ne pouvais plus l'assumer. Donc c'est là que je suis allé demander un entretien avec mon directeur, en expliquant que la situation, je ne pouvais pas la gérer pour bien me remettre à ma place. Il m'a fait un petit schéma, une pyramide, en me disant vous avez trop d'empathie. Votre empathie, elle vous empêchera d'arriver au sommet de la pyramide. À ce moment, vous êtes à peu près au 2/3, mais vous n'irez jamais plus haut, parce que c'est votre empathie qui vous empêche d'être chef. Donc, le message subliminal, c'est que lui, qui n'avait aucune empathie, il était au sommet de la pyramide. Il me dit, voilà, vous n'êtes pas du tout dans le plan de marche. Si vous continuez comme ça, vous n'atteindrez jamais le 100% de vos objectifs, et je suis sûr que vous les atteindrez jamais. Donc, je veux que vous vous engagiez à réaliser 90% de vos objectifs. Et sans même m'en rendre compte, j'ai relevé le défi. Je me dispersais. Je courais d'un endroit à l'autre. Je commençais une chose, j'allais faire autre chose, je revenais. C'était désordonné, mais au possible. Quand il arrivait comme ça au guichet pour aller pour un rendez-vous, les clients me disaient « Mais attendez, c'est pas possible, votre mari, c'est de pire en pire. Il était maigre, il était blanc, il était comme en colère. Il y avait une rage, une furie, Dès que quelqu'un avait le malheur d'ouvrir la porte de mon bureau, tout de suite, ça fusait « pas le temps ». À l'époque, Bernard n'est pas en mesure d'analyser ce qui lui arrive. C'est une de ses collègues qui tire la sonnette d'alarme. Elle utilise le mécanisme du droit d'alerte prévu par la loi afin que Bernard puisse consulter un médecin du travail. T'as pas compris tout de suite aussi? Non, j'ai refusé de... Quand il m'a dit burn-out, j'y croyais pas vraiment. Bon, pour moi, c'était un peu de fatigue, un peu de surménage, oui, mais burn-out, non. Il m'envoie chez mon médecin traitant, qui, elle, me connaît très bien et m'accorde une semaine d'arrêt de travail. Bon, une semaine, oui, je veux bien. Et je retourne la voir au bout d'une semaine et elle me dit une semaine c'est passé, je vous remets une semaine. Je sentais que j'en avais besoin, que j'étais pas en état de reprendre. Et en sortant du cabinet, j'appelle le directeur adjoint et je lui dis écoute, je suis désolé, hein, voilà, mon arrêt de travail est prolongé, il va falloir encore vous passer de moi pendant une semaine. Et il me dit écoute, de toute façon, repose-toi. T'en as bien besoin parce que je ne te dis pas ce qui t'attend quand tu vas reprendre. Et là, il y a eu une connexion qui s'est faite. Burn-out et que ce serait pire quand j'allais reprendre. Et j'ai eu une vision qui s'est imposée comme ça, c'est qu'il me tendait la corde pour me pendre. C'est-à-dire que ce que j'avais vécu, ce serait pire quand j'allais revenir. C'est là que je pense que j'ai pris conscience de ce à quoi j'avais échappé et que j'étais pas au bout de mon calvaire. Depuis 3 ans, Bernard est en arrêt maladie. Il souffre d'un syndrome anxieux-dépressif. Pour la Poste, cela n'est pas lié à ses conditions de travail. Bernard a donc décidé d'attaquer son employeur. En première instance et en appel, la justice administrative lui a donné raison. Mais depuis, la Poste s'est pourvue en cassation. Christelle Mazat, avocate spécialisée dans le droit de la fonction publique, a défendu Bernard. Là où le rapporteur public et le juge ont clairement établi la situation, c'est de dire cette personne a été pressée comme un citron. C'est-à-dire qu'on a su rentrer dans sa psychologie, on a su exploiter en fait ce dont il était capable, on l'a surchargé de travail, alors qu'il y avait un sous-effectif, alors qu'on était en pleine mutation. On lui a donné des injonctions paradoxales, où finalement il s'est retrouvé chef de bureau à devoir être sur tous les fronts, ce qui a généré un épuisement extrême. Et la thèse de la Poste, c'était de dire, enfin c'est sa
faute, il s'est surchargé lui-même, on lui a jamais demandé ça, puisqu'évidemment, on n'a jamais des consignes très très claires par rapport à ça. Sauf que vous savez que si vous ne faites pas autant que ce qu'on vous demande, vous allez être laissé sur le carreau. Donc finalement, on exploite le sous-effectif par la capacité exceptionnelle de ces gens-là à travailler, leur fort sens du service public et du travail bien fait. Et au final, quand les gens craquent, on dit « Ah bah, c'était pas possible, quoi. Vous êtes trop fragile, vous n'avez pas su vous adapter. » On nous a fait croire qu'on allait participer à notre avenir. On nous a fait faire des réunions, on nous a fait travailler, on nous a fait croire qu'on allait recueillir notre avis. Alors que tout ça, c'était la poudre aux yeux, en fait. Notre avenir, il est déjà décidé. Alors pourquoi vouloir nous faire croire qu'on va participer à cette grande aventure ? C'est ça qui est important à comprendre dans ces mutations historiques, c'est que on n'est pas dans un cas de relation de travail traditionnelle, on est dans des missions de service public, des métiers vocationnels. Et on retrouve ça aujourd'hui beaucoup dans les administrations centrales, régaliennes, que vont être la police et beaucoup les systèmes de santé. À l'image de tout le service public français, la Poste est au cœur d'une transformation globale de la société. Et si elle a elle-même décidé de sa stratégie pour survivre, il ne faut pas oublier qu'elle vit sous tutelle, celle de l'État. Lui aussi pousse à la productivité, à la réduction massive des coûts. C'est une volonté politique, une philosophie, celle de la gouvernance par les nombres, les chiffres, le service public placé sous algorithme généralisé. La Cour des comptes veille au grain. En 2016, elle a félicité la Poste pour la voie suivie. Mais elle l'a engagée aussi à faire encore mieux sur les gains de productivité et à aller encore plus vite dans sa transformation. Le sujet le plus important n'est pas la vitesse, mais la profondeur. Ce qui est important de comprendre dans notre transformation, c'est cette profondeur, c'est-à-dire à quel point nos métiers vont changer dans les années à venir. Et donc il faut prendre en considération la capacité du corps social à gérer dans le temps cette transformation. En fait, il y a une disposition dans le Code du travail qui régit donc tous les risques psychosociaux. En matière de cadence au travail, il faut adapter le travail à l'homme et pas l'homme au travail. Et ce qui est terrible, c'est que dans la société La Poste, mais comme dans beaucoup de restructurations aussi dans le service public, on exige de l'agent de s'adapter au changement. Dans 5 ans, dans 10 ans, les Français reconnaîtront-ils encore leur poste et leurs postiers ? Les liens forts, tissés au fil du temps avec les citoyens, survivront-ils à la transformation du groupe et sur le territoire ? En cherchant toujours à faire des économies, comment la Poste réussira-t-elle à rester présente partout pour assurer ses missions de service public ?